Bonjour, je suis Venora. Savez-vous ce que l'on ressent quand toute votre famille se moque de vous au mariage de votre propre sœur? Ils se sont moqués de ma robe bon marché, ont chuchoté à quel point j'avais l'air pathétique dans mon fauteuil roulant, puis m'ont poussé dans un coin sombre comme si je n'étais rien de plus qu'un inconvénient. Je suis restée assise là, souriant à travers mes larmes, me demandant jusqu'où ils pourraient me rabaisser. Mais je vais vous dire ceci, à la fin de la soirée, ils ne riaient plus. Avant de commencer, dites-moi, à quelle heure écoutez-vous ceci, et où êtes-vous? Laissez un commentaire ci-dessous. Je veux savoir. La route vers la Napa Valley était magnifique, des collines verdoyantes, l'air printanier vif avec l'odeur des fleurs sauvages. Mais rien de tout cela ne me rendait plus légère. Mes mains serraient mes genoux alors que la voiture approchait du vignoble, ses grandes grilles en fer s'ouvrant sur une allée bordée de cerisiers en fleurs. Tout criait l'opulence, un décor parfait pour le mariage unique de ma sœur. Et moi? J'avais l'impression d'entrer en territoire ennemi. J'avais passé toute la semaine à me demander si je devais venir. Une partie de moi voulait décliner, envoyer une carte polie et éviter tout le cirque. Mais il y avait cette autre partie de moi, celle qui voulait encore croire que la famille signifiait quelque chose, que peut-être ma présence importerait. Alors, je suis venu. Je me suis dit que je resterais assise tranquillement, que je ferais profil bas et que je ne gâcherais pas le grand jour de Corinne. Mais alors que la voiture ralentissait pour s'arrêter, j'ai ressenti le même nœud d'angoisse que je ressentais toujours avant les événements familiaux, celui qui me disait que j'entrais dans un rôle que je n'avais pas accepté de jouer. Le voiturier sourit poliment en m'aidant à sortir de la voiture et à m'installer dans mon fauteuil, même si j'ai surpris cette lueur familière dans ses yeux, de la pitié mêlée de malaise. « Profitez bien du mariage », dit-il doucement, et je lui rendis un petit sourire. Ce n'était pas de sa faute. À l'intérieur, le lieu était à couper le souffle. Des guirlandes lumineuses sillonnaient la cour, des tables drapées de lin ivoire et des verres en cristal attrapant la lumière de l'après-midi. Les gens flottaient comme s'ils étaient à leur place, vêtus de vêtements de marque, sirotant du champagne, lançant des baisers en l'air comme des confettis. Et puis il y avait moi dans ma simple robe bleu marine, celle pour laquelle j'avais économisé, en espérant qu'elle aurait l'air sobre mais élégante. Mon invitation avait été un signe de ce qui allait arriver. Je l'avais gardée dans mon sac à main comme si la relire la rendrait moins piquante. Venora Maddox. Comme si j'étais une étrangère avec un nom similaire, une pensée après coup. Et la dernière sur la liste, juste après le +1, comme si même mon invité était plus important que moi. J'avais fixé cette carte pendant longtemps le jour de son arrivée, me demandant si c'était une faute de frappe ou si Corinne l'avait fait exprès. La connaissant, je pouvais deviner. Une jeune hôtesse s'approcha, tenant une tablette. « Venora Maddox » demanda-t-elle prudemment, comme si elle n'était pas sûre d'avoir bien compris. « Oui », ai-je répondu. Son sourire se crispa. « Par ici, s'il vous plaît. » Je l'ai suivi à travers le dédale de tables jusqu'à ce que nous atteignions une table nichée derrière un groupe de plantes en pot près de l'entrée des traiteurs. C'était si près des toilettes que je pouvais entendre le sèche-main bourdonner chaque fois que quelqu'un entrait. J'ai laissé échapper un petit rire. « Parfait », ai-je marmonné, ce qui m'a valu un regard compatissant d'un serveur qui passait et qui a rapidement détourné les yeux. J'ai garé mon fauteuil à la petite table solitaire, lissant la jupe de ma robe et essayant de faire comme si cela n'avait pas d'importance. Mais ça en avait. Ça en avait toujours. Ils ne m'avaient pas seulement placé hors de vue, ils m'avaient complètement poussé hors de leur monde. Je me suis dit que je ne pleurais pas, que je m'étais habitué à être l'invisible. Mais c'est une chose de connaître sa place dans une famille, c'en est une autre de la voir exposée aux yeux de tous. Je sentais les gens me dévisager de temps en temps au curieux, peut-être même désolé mais personne n'est venu. Ni papa, ni maman, et certainement pas Corinne. Pourquoi étais-je quand même venu? Je me suis posé cette question encore et encore. Peut-être parce qu'une partie de moi s'accrochait encore à une certaine version de la loyauté familiale. Peut-être parce que je pensais que venir, même quand il ne le méritait pas, prouvait que j'étais la meilleure personne. Ou peut-être que je ne voulais tout simplement pas leur donner la satisfaction de dire que je m'en fichais. J'ai fouillé dans mon petit sac à main et j'ai trouvé le mouchoir en coton blanc avec de minuscules marguerites brodées que ma grand-mère m'avait donné il y a des années, avant que ma mère ne devienne la femme qui ne se souciait que des apparences. Avant qu'elle ne cesse de me voir. Je les serrais fort sur mes genoux comme s'ils pouvaient m'ancrer à travers ce cirque. De mon coin, je regardais les invités faire la queue pour saluer Corinne. Ils s'extasiaient sur sa robe de créateur, sur les arrangements floraux parfaits, sur la chance qu'elle avait.
Ma sœur se prélassait dedans, rayonnante comme si elle possédait la journée. Et peut-être que c'était le cas. J'ai baissé les yeux sur ma robe, la voyant soudain pour ce qu'elle était, modeste, banale, un rappel de la distance qui me séparait de leur monde. Mon reflet dans l'argenterie polie me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Je n'avais pas ma place ici. Mais ce n'était même pas le pire de la journée. Ce n'était que le début de leur petit spectacle. Le soleil s'était déplacé, projetant de longues ombres sur le jardin du vignoble, et la zone de réception se remplissait d'encore plus d'invités. J'ai essayé de me concentrer sur le bavardage doux et le bruit des verres qui tintent, mais il était impossible de ne pas remarquer Corinne se dirigeant vers moi, son sourire parfait plaqué sur son visage, son bras lié à celui d'une de ses demoiselles d'honneur. Elle marchait comme si elle possédait non seulement ce mariage, mais le monde entier. « Oh, tu as réussi à venir, » dit-elle, sa voix doucereuse, mais ses yeux me transperçant. Je n'étais pas sûr que tu y arriverais. Elle laissa son regard me balayer, s'arrêtant délibérément sur ma robe, puis sur le fauteuil roulant, et de nouveau sur mon visage. « Eh bien, » ajouta-t-elle, « tu as l'air à l'aise. » À l'aise ? C'était sa façon de dire que je n'étais pas assez bien pour être là. Je sentis ma poitrine se serrer, mais je forçai un sourire, celui que j'avais perfectionné au fil des ans pour ces petites représentations. « C'est bon de te voir aussi, Corinne, » dis-je d'un ton égal. Elle se pencha vers sa demoiselle d'honneur, sans même prendre la peine de baisser la voix. « Au moins, elle a essayé, » chuchota-t-elle, et elles ricanèrent toutes les deux. Dieu la bénisse de penser que cette robe convient pour un mariage comme celui-ci. Je me suis figé. Les mots n'étaient pas destinés à ce que j'y réponde. Ils étaient destinés à me rappeler que j'étais inférieur à eux, une étrangère dans ma propre famille. Comme par un signal, un cousin que je reconnaissais à peine passa, me jeta un rapide coup d'œil de haut en bas et marmonna, « Je n'arrive pas à croire qu'elle soit venue habillée comme ça. » Il ne se souciait même pas de savoir si j'entendais. Je me suis détourné, serrant le mouchoir sur mes genoux si fort que je pensais que les coutures pourraient céder. Ce n'était pas seulement de l'humiliation, c'était la brûlure lente d'être transformé en spectacle, comme si ma présence était une blague tacite que tout le monde avait accepté de partager. « Venora, viens. » La voix de ma mère fendit l'air comme une lame. Marjorie se tenait près des photographes, agitant la main avec impatience. « Nous prenons des photos de famille. » Je me suis approché en roulant, essayant de ne pas attirer l'attention, mais au moment où je les ai rejoints, mon père avait déjà commencé à placer les gens. « Tenez-vous ici. Tenez-vous là, » ordonna-t-il, déplaçant les gens comme s'ils étaient des accessoires dans son tableau parfait. « Assieds-toi juste là, chérie, » dit ma mère sans me regarder, en désignant un banc au bord de la scène. « Nous avons besoin d'une photo nette pour l'album. » Je la fixai. « Tu ne veux pas de moi sur la photo de famille ? » « Nous te recadrerons plus tard si nous devons le faire, » marmonna mon père, son ton plat, comme si c'était un compromis parfaitement raisonnable. Les photographes évitèrent mon regard. Je pouvais dire qu'ils savaient à quel point c'était mal, mais ils n'allaient pas défier les Maddox. J'ai fait ce qu'on m'a dit, me positionnant tout au bord, à moitié hors du cadre littéralement et métaphoriquement exclu de la famille. Lorsque les photos furent terminées, personne ne m'adressa la parole. Je n'étais qu'une autre tâche cochée sur la liste. Alors qu'ils retournaient vers la réception, riant et bavardant, je suis resté en arrière, fixant le sol. Pourquoi étais-je venu ? Je me suis posé cette question pour la 100e fois. Loyauté, espoir, peut-être juste l'habitude. Je me souviens que ma grand-mère décédée m'avait dit un jour, « Tu n'as pas besoin de te battre pour appartenir. Ta présence est suffisante. » À l'époque, ces mots m'avaient semblé réconfortants. Maintenant, ils sonnaient creux. Ma présence ne signifiait rien pour eux. Je me suis dirigé en fauteuil roulant vers mon coin solitaire, celui qu'ils m'avaient si gracieusement donné, tandis que les invités chuchotaient derrière leur verre de champagne. Je pouvais sentir leur regard, la pitié, le jugement. Corinne passa de nouveau, son sourire éclatant pour tout le monde sauf pour moi, aussi tranchant que du verre quand elle se pencha vers moi. « N'en fais pas une affaire personnelle, » dit-elle doucement à travers ses dents serrées. « Reste juste tranquille. » Je lui fis un petit signe de tête polie, mais à l'intérieur, je sentis la piqûre de mon invisibilité plus vive que jamais. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Il ne voulait pas seulement me mettre à l'écart, il voulait m'effacer. Au moment où le soleil commençait à descendre derrière les collines, la célébration n'avait fait que s'intensifier. Les rires résonnaient dans le jardin tandis que les serveurs se faufilaient dans la foule avec des plateaux de champagne et de hors-d'œuvre.
Je suis resté où il m'avait laissé, dans mon petit coin tranquille près de l'installation de traiteur, assez proche pour tout voir mais assez loin pour ne vraiment exister pour personne. La lueur des guirlandes lumineuses au-dessus semblait presque moqueuse, comme si même elle faisait partie de la performance, ajoutant de la chaleur à un endroit qui, pour moi, semblait froid et vide. Le personnel de service passait de temps en temps, offrant des sourires polis. L'un d'eux a même chuchoté, « Avez-vous besoin de quelque chose ?» J'ai secoué la tête, reconnaissante pour leur petite gentillesse mais embarrassée qu'ils soient les seules personnes à me reconnaître. Ma propre famille n'avait pas jeté un regard dans ma direction depuis les photographies. J'ai tripoté le mouchoir sur mes genoux, mon pouce traçant les marguerites brodées comme un tic nerveux. Je me suis dit de simplement endurer, encore quelques heures, puis je pourrais partir. Mais alors j'ai entendu sa voix. Mon père, Delmon Maddox, se tenait à quelques mètres de là, le dos partiellement tourné vers moi alors qu'il discutait avec un groupe de ses associés. J'en reconnus vaguement de lors d'événements familiaux passés, des hommes qui ne m'avaient serré la main qu'après avoir fait semblant de complimenter l'accueil parfait de Corinne. Il riait maintenant, facile et décontracté, des verres de Bourbon à la main. Elle a insisté pour venir, dit mon père, sa voix basse mais pas assez basse. Je me suis figé, mes oreilles tendues. Eh bien, nous devions la mener. Ça me donne l'air d'un bon père, n'est-ce pas? On ne pouvait pas la laisser enfermée à la maison. Ils ricanèrent. Un des hommes lui tapa dans le dos. Bonne image, Delmon. Tu maîtrises parfaitement le truc du père de famille. Bonne image. Je n'ai pas pu respirer un instant. Ma main serrait le mouchoir si fort que mes jointures me faisaient mal. Je n'étais pas sa fille à ce moment-là. J'étais son accessoire, un élément de décor dans l'image parfaite de la famille Maddox. J'ai baissé les yeux sur mes genoux, priant les larmes de rester en place. Alors c'est tout ce que je suis, pensais-je amèrement. Un trophée pour sa réputation, une décoration qui prouve qu'il est compatissant. Mon pouls battait dans mes oreilles. Je voulais rouler jusqu'à eux et dire quelque chose, n'importe quoi. Mais je pouvais déjà imaginer sa réponse. Il sourirait d'un air narquois, le nierait, peut-être même le transformerait en me faisant passer pour trop sensible. Et devant ses collègues, il m'humilierait sans hésitation. J'ai fermé les yeux, comptant lentement jusqu'à 10, essayant de calmer la tempête qui montait en moi. Ce n'étaient pas seulement les mots, c'était tout ce qui les avait précédés. L'invitation avec mon nom mal orthographié. La place près de l'entrée du personnel. Le fait qu'on me dise de rester tranquille comme une enfant à qui on ne pouvait pas faire confiance pour ne pas gâcher le grand jour. Tout s'est éclairé. Rien de tout cela n'était négligent, c'était calculé. Il me voulait ici, mais pas en tant que famille. Comme une preuve. Une preuve que Delmon Maddox était un père bienveillant, que Marjorie Maddox était assez gracieuse pour m'inclure, que le mariage parfait de Corinne incluait tout le monde. Je ne faisais pas partie de cet événement. J'étais leur alibi. Une ombre de mouvement attira mon attention. Au bord de la foule, un homme que je ne reconnaissais pas se tenait là à m'observer ou non pas à me dévisager, juste à me remarquer. Il avait l'air déplacé, portant un costume qui n'était pas tout à fait en phase avec le style tape à accent grave-l'œil des autres invités. Il jeta un coup d'œil vers mon père, puis vers moi, avant de sortir son téléphone et de passer un appel. Je ne le savais pas alors, mais ce petit geste aurait son importance plus tard. Pour l'instant, je suis resté assise là, serrant ce mouchoir comme s'il pouvait me maintenir entière, respirant lentement jusqu'à ce que ma poitrine cesse de me faire mal. Quelque chose en moi a changé à ce moment-là, juste une lueur, mais elle était là. C'est là que j'ai su, pensais-je, en regardant ma famille alors qu'ils riaient comme si je n'existais pas. Il ne s'agit pas pour moi de faire partie d'eux. Il s'agit pour eux de m'utiliser, et je ne peux pas les laisser me garder dans ce rôle pour toujours. Le ciel avait commencé à changer, se fondant dans une nuance de bleu de plus en plus profonde alors que les guirlandes lumineuses clignotaient au-dessus du jardin. Le vignoble, qui brillait autrefois sous le soleil de l'après-midi, portait maintenant une lueur plus douce, onirique. La musique avait également changé au plus légère pendant la journée, maintenant remplacée par quelque chose de plus lent, de plus élégant, alors que les serveurs guidaient les invités vers la salle à manger. Je suis resté dans mon coin, le même coin où ils m'avaient laissé, observant en silence. Le bourdonnement des voix m'enveloppait comme un SM. Des rires, des verres qui tintent, des conversations sur les vacances et les promotions, et comme Corinne est belle ce soir. Cela aurait dû être réconfortant, comme le murmure d'une réunion de famille, mais ce n'était pas le cas. C'était du bruit.
Un bruit qui me rappelait à quel point j'étais séparé de tout cela. J'étais assez proche pour en être témoin, assez loin pour en être exclu. Deux femmes prirent la table près de moi, leur robe à paillettes captant la lueur des lumières alors qu'elles s'installaient. « C'est vraiment dommage », dit l'une d'elles, sa voix portant sans effort par-dessus la musique douce. « Pauvre petite. » Mais au moins, Corinne a hérité de toute la beauté. L'autre ricana, faisant tourner son vin. « Et le mari ? Pouvez-vous l'imaginer avoir quelqu'un un jour ? Pas étonnant qu'elle reste dans son coin. Mon nom n'a pas été prononcé, mais ce n'était pas nécessaire. Leurs yeux se sont tournés vers moi une fois, rapidement, comme pour vérifier si j'entendais. J'ai gardé le regard fixé sur mes genoux, les doigts pressés contre mon mouchoir brodé. Je pouvais sentir les fils de ces marguerites s'enfoncer dans ma peau. Cela m'a ancré, m'a empêché de trembler, de leur laisser voir que j'avais entendu chaque mot. Ce n'était pas seulement ce qu'elle disait, c'était la désinvolture avec laquelle elle le disait, comme si mon existence était un sujet de divertissement ouvert, comme si je n'étais rien d'autre qu'une note de bas de page malheureuse au nom des Maddox. Une petite voix soudaine m'a sorti de ma transe. « Salut !» J'ai levé les yeux pour voir la fille de Corinne, une petite chose avec des cheveux bouclés et du glaçage étalé sur la joue, tendant un cupcake à moitié mangé comme s'il s'agissait d'une offrande de paix. Son sourire innocent m'a presque fait oublier où j'étais. Presque. « Salut, ma chérie », dis-je doucement. Ma voix semblait plus stable que je ne le sentais. Elle pencha la tête, étudiant ma robe avec la même curiosité brutale que seuls les enfants ont. « Maman dit que tu es pauvre. C'est pour ça que tu portes des robes bizarres. » Ma respiration s'est bloquée. Elle haussa les épaules, imperturbable, et se laissa tomber sur la chaise à côté de moi, balançant ses petites jambes. « Mais ce n'est pas grave. J'aime aussi les cupcakes. Tu peux avoir le reste du mien si tu veux. » J'ai forcé un sourire, mon cœur se fendant en deux. « C'est très gentil de ta part », ai-je murmuré, mais mes mots semblaient creux, noyés par l'écho de ce qu'elle venait de dire. Corinne ne parlait pas seulement de moi dans mon dos, elle apprenait à sa fille à me voir de la même manière qu'elle. Pauvre, ridicule, inférieur. J'ai regardé l'enfant, non pas avec colère, mais avec une sorte d'engourdissement qui s'est installé profondément dans ma poitrine. Elle ne savait pas mieux. Elle ne faisait que répéter ce qu'elle avait entendu. Ce n'était pas de sa faute, mais ça ne faisait pas moins mal. Je me suis retourné vers la foule, vers ma famille, riant, souriant, se félicitant pour cette journée parfaite qu'ils avaient créée. Parfaite. Si vous ne regardiez pas de trop près la femme en fauteuil roulant poussée dans l'ombre. Mon reflet dans la fenêtre voisine a attiré mon attention, un fantôme dans une robe simple, un accessoire dans leur tableau parfait. Je l'ai murmuré si doucement que personne d'autre ne pouvait l'entendre. Je n'ai pas ma place ici, mais je ne partirai pas comme ça. Ce n'était pas une menace. Pas encore. C'était une promesse à moi-même. Et c'est à ce moment-là que j'ai cessé de souhaiter qu'il me voie. J'ai commencé à planifier comment je les ferais se souvenir de moi. La soirée s'était glissée sans que je m'en aperçoive. Le jardin s'était de nouveau transformé, maintenant éclairé par des guirlandes scintillantes tendues d'arbre en arbre, des bougies vacillant sur les tables du dîner ou une scène prête pour une scène à laquelle je n'étais pas censé appartenir. Les invités ont commencé à se diriger vers la salle de réception pour le dîner, laissant derrière eux les rires et les bavardages qui avaient rempli l'espace extérieur. J'ai avancé lentement, suivant la foule à mon propre rythme, les roues de mon fauteuil bourdonnant doucement sur le chemin de pierre. À l'intérieur, la salle était à couper le souffle. De longues tables de banquet ornées de linge impeccable, des centres de table de roses blanches en cascade, des flûtes à champagne alignées comme des soldats au garde à vous. Le nom Maddox était écrit partout, grandiose, calculé, conçu pour impressionner. Et ma famille jouait ses rôles à la perfection. Corinne, rayonnante comme si elle était née pour être adorée. Mes parents, bras dessus bras dessous, ayant l'air de la royauté alors qu'ils parcouraient la pièce. Personne n'aurait jamais deviné les mots cruels qu'ils avaient laissés derrière eux dans l'ombre. Je me suis assise sur le côté, au bout de l'une des longues tables. C'était plus calme ici. Je les ai tous regardés avec une sorte d'engourdissement détaché, comme si j'avais laissé mon corps quelque part dans le jardin. Le tintement des couverts, les rires polis, les toasts de mariage où tout s'est estompé. Venora. Une voix joyeuse a percé mon brouillard. J'ai levé les yeux pour voir Monsieur Klein, un des amis de longue date de mon père, marchant vers moi avec un sourire chaleureux. Je ne l'avais pas vu depuis des années.
Il a tiré une chaise à côté de moi sans hésitation. Ça fait bien trop longtemps, a-t-il dit en me tapotant doucement la main. Et je veux juste te remercier pour ce que tu as fait pour Corinne. Vraiment généreux de ta part d'aider avec cet acompte. Cette maison est parfaite pour elle et Greg. Pendant un instant, j'ai cru avoir mal entendu. Pardon? Il cligna des yeux, confus. Oh, je pensais, eh bien, Delmont a dit que tu les avais aidés financièrement, que tu avais utilisé une partie de ton héritage, n'est-ce pas? Il gloussa nerveusement. Je suppose que je n'étais pas censé en parler. Oublie que j'ai dit quoi que ce soit. Mais je ne pouvais pas oublier. Mon esprit est devenu vide un instant, puis a été inondé de parasites. Mon héritage. Mon argent. J'ai forcé un mince sourire. Bien sûr, dis-je doucement, ma voix égale, bien que ma poitrine brûlât. Il m'a tapoté l'épaule, inconscient, avant de s'excuser pour rejoindre les autres. Je suis resté figé, rejouant ces paroles dans ma tête. Acompte. Mon héritage. Mon père. Je voulais croire que c'était un malentendu, mais tout avait un sens maintenant. Pourquoi on m'avait demandé de signer des documents financiers et temporaires des années auparavant après l'accident? Pourquoi je n'avais jamais reçu de mise à jour sur ma fiducie? Il ne m'avait pas seulement mis à l'écart, il m'avait volé. La pièce autour de moi semblait se refermer, l'air devenant plus lourd à chaque respiration. Plus tard, alors que les serveurs apportaient le plat principal, j'ai entendu la voix incomparable de mon père. Il se tenait à quelques mètres de là, tenant la cour avec un groupe d'invités, sa main gesticulant pendant qu'il parlait. Je voulais faire quelque chose de grand pour Corinne, a-t-il dit fièrement. Cette voiture là-bas, c'est mon cadeau de mariage pour elle. Rien n'est trop beau pour ma petite fille. C'était là, le dernier clou. Je me suis souvenu de la voiture de luxe que j'avais vue garée près de l'entrée plus tôt, celle qui avait fait halter tout le monde. Je me suis souvenu des signatures qu'on m'avait demandées il y a des années, celles qui ne seraient utilisées que temporairement. Mon père n'avait pas donné cette voiture à Corinne. C'est moi qui l'avais fait, et il la paradait comme si elle venait de sa générosité. J'ai serré mon mouchoir brodé si fort que les fils se sont enfoncés dans ma peau. Je voulais crier, rouler jusqu'à lui et exiger des réponses devant tout le monde. Mais je suis resté immobile. Il voulait que je craque. Il voulait que je sois la personne embarrassante et émotive dans la pièce. Ça va, mademoiselle? La voix m'a ramené à la réalité. Je me suis retourné pour voir une jeune employée de la restauration, Léona, me tendant une serviette. Ses yeux étaient gentils, pas apitoyés, ce qui était une rareté ce soir. J'ai hésité, puis je l'ai prise, desserrant ma prise sur mon mouchoir. Elle y jeta un coup d'œil. C'est magnifique. Quelqu'un a fait ça pour vous. Ma grand-mère, dis-je doucement. Il y a longtemps. Léona sourit doucement. Alors gardez-le. Quelqu'un qui a fait ça pour vous vous aimait profondément. Ne laissez personne ici vous enlever ça aussi. C'était une chose si simple, mais j'avais l'impression qu'elle m'avait tendu une bouée de sauvetage. Alors qu'elle s'éloignait, j'ai regardé la serviette, le mouchoir, les gens qui m'avaient volé et qui avaient déguisé cela en amour. J'ai envisagé de partir alors, de prendre un taxi, de rentrer chez moi, de verrouiller la porte et de ne plus jamais leur parler. Mais ce serait trop facile pour eux. Non, si je partais, ils gagneraient. Ils m'effaceraient complètement. Je ne leur donnerais pas cette satisfaction. Et juste comme ça, je n'étais plus un accessoire. J'étais un témoin. Et bientôt, je serais leur châtiment. La musique avait changé, un rythme plus entraînant remplissant la salle de réception alors que les gens commençaient à se presser sur la piste de danse. Le champagne coulait à flots, les talons claquaient sur le parquet, et ma sœur tourbillonnait au milieu de la pièce comme si elle était la reine de son propre royaume. Il était facile d'oublier un instant que j'étais là, blotti contre le mur, à moitié caché derrière une colonne décorative. Mais je n'étais pas venu si loin pour rester silencieuse. Je regardais mes parents tenir la cour à la table familiale, Corinne perchée entre eux comme un trophée. Le bras de mon père reposait sur le dossier de sa chaise, sa tête rejetée en arrière dans un éclat de rire à une blague qu'un invité avait faite. Ma mère se pencha, chuchotant quelque chose qui fit sourire Corinne et jeter un bref coup d'œil dans ma direction, ce même regard de dédain retroussant ses lèvres. Je serrai le mouchoir brodé si fort que je crus qu'il pourrait se déchirer. Si je ne parle pas maintenant, me dis-je, ils penseront que je ne parlerai jamais. Alors j'ai avancé, chaque tour de roue délibéré,
mon chemin coupant droit vers la table principale. Mon cœur battait la chamade, mais j'ai forcé mon visage à prendre une expression de calme, le genre de masque qu'ils portaient tous si facilement. « Venora », dit ma mère, son ton dégoulinant de cette douceur performative qu'elle réservait aux occasions publiques. « Chérie, tu t'amuses ? Tout est si beau, n'est-ce pas ? » « Beau », ai-je répété, en gardant ma voix stable. J'ai laissé passer un temps, observant leur visage avant d'ajouter, je ne savais pas que ma fiducie était si généreuse, ni que la nouvelle voiture de Corinne venait de mon héritage. Pendant un instant, il y eut un silence. Le sourire de mon père vacilla légèrement, mais ma mère fut prompte à combler le vide avec un rire qui ressemblait à du verre brisé. « Oh, ma chérie », dit-elle légèrement, agitant la main comme pour chasser une mouche. « N'en fais pas une question d'argent. C'est le grand jour de ta sœur. » Mon père se pencha en avant, sa mâchoire se crispant même s'il gardait sa voix basse et agréable. « Tu réagis de manière excessive, Venora. Nous avons tous soutenu Corinne. Pourquoi ne le ferais-tu pas ? C'est ce que fait la famille. » Corinne pencha la tête, ce même sourire narquois s'élargissant en un sourire qui me tordit l'estomac. « Honnêtement, si tu voulais me faire un cadeau, tu aurais pu au moins choisir une meilleure robe pour toi d'abord. » Les mots m'ont frappé comme une gifle. J'ai dégluti avec difficulté, me forçant à ne pas réagir. Il s'y attendait des larmes, de la colère, une scène qu'il pourrait utiliser plus tard comme preuve de mon instabilité. Je ne leur donnerai pas ça. Mais avant que je puisse répondre, une voix s'est fait entendre derrière moi. Et, au moins tu es là, non ? Je me suis légèrement retourné pour voir l'un des garçons d'honneur grand, le visage rouge à cause de trop de whisky, sa cravate desserrée et sa chemise à moitié sortie. Il m'a fait un sourire paresseux. Tu es comme un décor émotionnel. Il a gloussé, et quelques personnes à la table ont ri avec lui au ce rire affreux et complice qui m'a dit que j'étais la blague qu'ils partageaient tous en silence. La pièce semblait plus petite, comme si les murs se refermaient. Je pouvais entendre mon propre pouls dans mes oreilles. Je voulais crier, renverser la table, leur faire ressentir ne serait-ce qu'une fraction de ce que j'avais ressenti depuis mon arrivée. Mais au lieu de ça, j'ai souri, un petit sourire aigu qui n'atteignait pas mes yeux. Bien sûr, dis-je doucement. Quelle délicatesse de ma part. Leur rire a vacillé juste une seconde parce qu'ils ne savaient pas quoi faire de ça. J'ai reculé lentement ma chaise de la table, délibérément, leurs yeux me suivant comme si je pouvais faire quelque chose de dramatique. Mais je ne l'ai pas fait. Je me suis retourné, roulant vers mon petit coin au bord de la pièce, le mouchoir brodé de nouveau serré sur mes genoux. Je me suis garé près de la fenêtre, les guirlandes lumineuses à l'extérieur se reflétant sur la vitre, mon propre visage me regardant comme une étrangère. Je me sentais vide et lourde à la fois, une tempête se préparant dans ma poitrine. Ils ne prendront pas mes paroles au sérieux, pensais-je. Alors ils devront faire face à mon silence et à tout ce qui le retient. J'ai regardé de l'autre côté de la pièce, les regardant se prélasser dans leur performance de la famille parfaite, leur rire sonnant plus fort que la musique. Et je me suis promis une chose, ils ne riraient pas longtemps. Et ils ne savaient pas que mon silence n'était pas une reddition. C'était le calme avant leur châtiment. Le rire de la salle de réception se déversait dans la cour, se heurtant au doux bourdonnement des guirlandes lumineuses au-dessus de moi. C'était surréaliste d'être assise là, sous la lueur des guirlandes, tandis qu'à l'intérieur, ma famille dansait et portait des toasts comme si rien de laid ne s'était jamais passé entre nous. J'avais été invisible toute la nuit, un accessoire dans leur spectacle, mais cette invisibilité me semblait soudain une armure. Venora. Je me suis retourné, surprise par la voix. Bénédicte s'accroupit à côté de moi, son expression inhabituellement douce. Ce n'était pas le genre d'homme à gaspiller les mots, ce qui rendit ce qu'il dit ensuite encore plus lourd. Il est en route, me dit-il, en gardant sa voix basse pour qu'elle ne porte pas il en a assez entendu. Tu n'as plus à te battre seul. Il a fallu un moment pour que la signification s'impose. Mais quand ce fut le cas, le souffle que je ne savais pas que j'avais retenu sortit dans une lente et tremblante expiration. Asher. Merci, murmurai-je, ma voix sonnant étrangère à mes propres oreilles. Bénédicte fit un bref signe de tête et se redressa, retournant vers le hall principal. Il savait qu'il ne fallait pas s'attarder. J'ai lissé ma robe, soudain consciente de mon apparence débraillée après des heures à être bousculée comme un meuble. J'ai soigneusement plié le mouchoir brodé et l'ai posé sur mes genoux au lieu de le serrer comme je l'avais fait toute la nuit.
ce simple acte la différence entre le serrer à sans faire mal et le poser soigneusement devant moi me donnait l'impression de récupérer une partie de moi-même qu'il n'avait pas réussi à briser. Pour la première fois de la soirée, je me sentis ancré. À l'intérieur, le rire strident de ma sœur traversa le vacarme, suivi du rire profond et performatif de mon père. Je n'avais pas besoin d'entendre les mots pour savoir qu'il parlait de moi. C'était toujours le cas. Mais maintenant, la piqûre n'était plus la même. Par les portes ouvertes, j'ai aperçu Corinne me regardant, le front plissé. Elle a donné un coup de coude à ma mère, qui a suivi son regard. Pourquoi a-t-elle l'air comme ça? Je pouvais presque entendre la voix de Corinne dans ma tête. Comme si elle était en train de gagner. Mon père se tourna sur son siège, son visage se crispant lorsque ses yeux rencontrèrent les miens. Il n'était pas fréquent que Delmont Maddox ait l'air mal à l'aise, mais je le reconnus quand je le vis. Il ne savait pas ce qui avait changé, mais il pouvait le sentir. Le pouvoir changeait de camp, l'équilibre basculait, le contrôle lui échappait. Je n'ai pas détourné le regard. Je l'ai laissé s'asseoir avec l'inconfort de ne pas savoir ce que je pensais, ce que je prévoyais, ou à qui j'aurais pu parler. Je n'ai pas besoin de crier, me dis-je, répétant les mots en silence comme une prière. Je n'ai pas besoin de pleurer. J'ai seulement besoin qu'il se demande ce qui va arriver. C'était ça, le silence. Quand on l'utilise correctement, il est plus fort que n'importe quel cri. Je suis resté là, calme, presque royal dans mon immobilité. Je voulais qu'il sente le poids de mon calme, qu'il voie que je n'étais pas la fille brisée et suppliante qu'il pensait avoir acculée. J'étais autre chose maintenant. Du coin de l'œil, j'ai vu une voiture noire et élégante s'arrêter le long du chemin de gravier. Mon cœur a raté un battement. La voiture d'Asher. Elle s'est arrêtée en glissant, le chauffeur sortant rapidement pour ouvrir la portière. Même de loin, sa vue donnait l'impression d'un changement de marée, d'une tempête sur le point d'éclater. Je n'ai pas souri. Je n'en avais pas besoin. Mon pouce est accéléré, mes doigts effleurant le mouchoir plié. Ce n'était pas un soulagement comme la plupart des gens l'imagineraient. C'était une justification. Dans le hall, la musique a baissé d'un ton pendant un instant alors qu'une annonce était faite, l'attention de la foule étant brièvement détournée. Mais les yeux de ma famille étaient toujours sur moi, leur malaise grandissant à chaque seconde qui passait. Maintenant, pensais-je en redressant le dos. Ils me verront non pas comme leur fardeau, mais comme quelqu'un qu'ils ne peuvent pas se permettre de rejeter. Et quand Asher est entré, toute la salle a changé, bien qu'il n'ait même pas encore dit un mot. Il avait cette sorte de présence, celle qui fait que les gens s'arrêtent au milieu d'une phrase sans savoir pourquoi. La salle est devenue silencieuse, les conversations s'arrêtant alors que les têtes se tournaient. Ce n'était ni dramatique ni bruyant. C'était délibéré. Asher se déplaçait avec cette sorte de confiance stable qui rend tout le monde soudain conscient de sa propre posture. Mon père se figea, le verre de vin à mi-chemin de ses lèvres. Corinne cligna des yeux comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. Marjorie arbora son sourire d'hôtesse, celui qu'elle utilisait quand les choses s'effondraient, mais qu'elle avait besoin que tout le monde pense qu'elle ne s'effondrait pas. Asher ne les a même pas regardés. Il s'est dirigé droit vers moi. Je n'avais pas réalisé à quel point je m'étais crispé jusqu'à ce qu'il s'accroupisse à côté de ma chaise. « Es-tu prête à partir ?» demanda-t-il, sa voix basse, douce, destinée à moi seul. Ma gorge s'est nouée, mais j'ai secoué la tête. « Pas encore » ai-je murmuré. Il m'a étudié un instant, puis a hoché la tête comme s'il avait compris sans que j'aie à m'expliquer. Quand il s'est levé, il a tendu son bras, non pas comme une offre d'aide, mais comme une déclaration. C'était de la solidarité. C'était lui qui disait « Je suis là, et ils vont le savoir ». Et ils l'ont su. Je pouvais sentir la panique de ma famille monter. Le faux sourire de Corinne a tressailli. « Asher !» Quelle surprise, dit-elle, son ton dégoulinant d'une douceur forcée. Asher tourna la tête, ses yeux se posant sur elle avec ce genre de précision silencieuse qui fait que les gens arrêtent de respirer. « Vraiment ?» demanda-t-il simplement. Ma mère intervint. « Asher, chérie, j'ai bien peur qu'il y ait eu un malentendu. » Un malentendu ? Sa voix ne s'éleva pas, mais elle coupa plus nettement que n'importe quel cri. Il s'approcha de leur table, les dominant d'un calme troublant. « C'est comme ça que vous la traitez à votre mariage parfait ?» Mon père se pencha en arrière, tentant la nonchalance mais échouant lamentablement. « Allons, Asher, tu sais comment les familles peuvent être. Elle est trop sensible. »
J'ai senti ma poitrine se serrer à ces mots. Trop sensible. Toute ma vie se résumait à ces deux mots dans sa bouche. Asher ne broncha pas, ne fais pas ça. Un seul mot. C'est tout ce qu'il a fallu pour que la mâchoire de mon père se serre et que son verre redescende sur la table. Corinne a essayé d'en rire. On s'amusait juste. Tu sais comment Venora peut prendre les choses trop au sérieux. Il a tourné son regard vers elle, et elle s'est arrêtée au milieu d'un gloussement. S'amuser. Il a laissé le mot flotter dans l'air comme un défi. Vous l'avez humilié. Vous l'avez mise de côté comme un problème à gérer. C'est votre définition de l'amusement? Personne ne répondit. Les invités se sentirent mal à l'aise. Quelques-uns d'entre eux trouvèrent soudain leur boisson très intéressante. Ceux qui avaient chuchoté sur moi plus tôt n'osaient plus me regarder dans les yeux maintenant. Puis, sans un autre mot, Asher se retourna vers moi. Il glissa un bras sous mes jambes, l'autre derrière mon dos, et me souleva comme si je ne pesais rien. Ma chaise resta vide, abandonnée, alors qu'il me tenait au milieu de la pièce. Et il ne m'a pas regardé. Il les a regardés, mes parents, ma sœur, tout le monde à cette table qui avait passé toute la soirée à prétendre que je ne valais pas leur temps. Elle n'a pas besoin de dire un mot, dit Asher, sa voix stable mais portant dans tous les coins de la salle. Ce silence en dit long sur vous tous. On aurait pu entendre une mouche voler. Un invité a eu un hoquet de surprise. Quelqu'un d'autre a chuchoté, mon Dieu. Le sourire peint de ma mère s'est effondré, ne laissant qu'une expression pâle et frappée. Corinne a saisi sa flûte de champagne comme si elle pouvait l'ancrer. Le visage de mon père est devenu de la couleur de la cendre. Le masque de performance qu'il portait pour ses associés s'est brisé au-delà de toute réparation. Et moi? Je n'ai pas détourné le regard. Je les ai laissés sentir le poids de mon silence, la chose même dans laquelle ils avaient essayé de m'enfermer toute ma vie. Asher ajusta sa prise sur moi, puis se tourna vers les portes. Il ne se pressa pas. Il n'en avait pas besoin. Chaque pas était mesuré, délibéré, comme s'il possédait l'espace. Et à ce moment-là, c'était le cas. Je n'ai pas regardé en arrière. Pour la première fois, je ne me sentais pas petite. Je me sentais vue. Et derrière nous, la pièce est restée figée, ma famille s'envoie exactement comme il m'avait laissé toute ma vie. La porte se referma derrière nous, étouffant la musique et les murmures, et pour la première fois cette nuit-là, je pouvais respirer. La main d'Asher reposait sur la mienne, stable et rassurante, alors que nous marchions vers la voiture qui attendait dans l'allée. Son chauffeur ouvrit la portière, et bientôt nous glissions dans le luxe silencieux de la banquette arrière. Les lumières du vignoble scintillaient au loin alors que la voiture s'éloignait, chaque instant qui passait mettant des kilomètres entre moi et eux. Pendant longtemps, je n'ai rien dit. J'ai regardé par la fenêtre, observant la route serpenter à travers les collines sombres et silencieuses. Ma poitrine était encore lourde, mais ce n'était pas le même poids écrasant qu'auparavant. C'était différent, plus léger d'une certaine manière. Tu n'as plus jamais besoin d'y retourner, dit doucement Asher, rompant le silence. Je tournai la tête vers lui, le bourdonnement de la voiture remplissant l'espace entre ses mots. Je sais, répondis-je, ma voix calme mais sûre. Mais cette fois, je suis parti selon mes propres termes. Il fit un petit signe de tête, comme si c'était exactement ce qu'il espérait que je dise. Le reste du trajet se passa en silence, mais ce n'était pas inconfortable. C'était un silence qui me donnait de l'espace pour réfléchir, pour rejouer la soirée dans ma tête, leurs rires, leurs petites remarques cruelles, la façon dont ils m'ont poussé aux confins de leur petit tableau parfait. Et puis Asher, entrant, bouleversant leur monde sans élever la voix. J'ai réalisé quelque chose d'important dans cette voiture. Il ne s'agissait pas seulement de ce soir, c'était toute ma vie. Ils m'avaient élevé en me faisant croire que j'avais besoin de leur approbation comme de l'oxygène, que je ne pouvais pas survivre sans elle. Mais ce soir, j'ai appris que je le pouvais. Lorsque nous sommes enfin arrivés à la maison, les lumières de la ville de San Francisco s'étendaient à l'horizon, brillant sur l'eau noire de la baie. Asher m'aida à entrer, sa main chaude contre la mienne. « Es-tu sûr que tu vas bien ?» demanda-t-il une fois que nous fûmes dans la douce lumière de notre salon. « Je vais bien, dis-je. » Et je le pensais. Après une douche et un changement de vêtements pour quelque chose de confortable, je me suis retrouvé à mon bureau avec un stylo et du papier. Mes doigts ont hésité sur la feuille blanche un instant, mais les mots sont venus plus facilement que je ne l'avais prévu. Merci de m'avoir montré exactement où je me situe, ai-je écrit. J'espère qu'un jour vous verrez aussi clairement que moi.
J'ai plié la note soigneusement et l'ai glissée dans une enveloppe. Puis je suis allé à ma commode et j'ai sorti le mouchoir brodé, celui que j'avais serré comme une bouée de sauvetage toute la nuit. C'était un cadeau de ma grand-mère décédée, un rappel d'une époque où la famille ne ressemblait pas à un champ de bataille. Je l'ai regardé un long moment avant de le placer doucement dans l'enveloppe. Asher est venu se tenir derrière moi. « Es-tu sûr de ça ?» demanda-t-il, sa voix prudente. J'ai hoché la tête. « Il n'a pas sa place entre leurs mains, dis-je. Il a sa place dans ma mémoire. J'en ai fini de les laisser en faire un symbole de douleur. » Il n'a pas essayé de m'en dissuader. Il a juste posé sa main sur mon épaule, une assurance silencieuse que je n'affrontais rien de tout cela seul. Plus tard, je suis sorti sur le balcon, l'air frais de la nuit caressant ma peau alors que je regardais la baie. La ville était vivante, les lumières dansant comme de minuscules constellations. Et pour la première fois depuis des années, je me sentais à ma place quelque part. Pas dans cette famille, pas dans leurs attentes, mais ici, dans ma propre vie. Ils peuvent rester silencieux pour toujours, pensais-je. Ma vie est plus forte que leur moquerie maintenant. Asher me rejoignit, s'appuyant contre la balustrade à côté de moi. Nous ne parlions pas. Nous n'en avions pas besoin. Parfois, la chose la plus forte que vous puissiez faire est de vous en aller et de laisser votre silence parler pour lui-même.